Bonjour et bienvenue à un autre Vendredi Vérité. Alors aujourd'hui, je vais faire un retour sur l'entrevue que j'ai donnée à Monsieur Denis Lévesque cette semaine au 98.5 FM lors de son émission du midi. Donc, vous pourrez retrouver cette entrevue-là via notre Linktree. Le lien est dans la bio. On l'a partagé, mais aussi sur le site du 98.5 FM, sur la page de l'émission de Monsieur Lévesque. Donc, toutes les entrevues sont là en reprise. Mais je vais en mettre des extraits ici aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions et de commentaires du public pendant cette entrevue-là que j'ai fait à la radio cette semaine qui sont revenus et qui reviennent souvent dans les commentaires sur les médias sociaux des gens de mon entourage. Et je dois être honnête avec vous, je suis un petit peu tannée d'avoir à clarifier ces questions-là et qu'on me les pose encore. Et donc, je veux commencer aujourd'hui notre Vendredi Vérité avec une pensée qui m'a été... Donc, une phrase qui m'a été partagée cette semaine par un membre de Québec réunifié. C'est une phrase en anglais, mais je vous la traduis, je vous la lis aujourd'hui, qui vient du philosophe William James, pardon. Donc, Monsieur William James disait ici en français, donc traduit, « Beaucoup de gens pensent qu'ils réfléchissent alors qu'ils ne font que réorganiser leurs préjugés. » Pour les penseurs critiques, faire la distinction et donc discerner entre pensée et préjugé est essentiel. Donc, et la première étape pour faire ce discernement-là, c'est de prendre conscience de nos préjugés. Donc, je pense que ça s'applique beaucoup aujourd'hui avec les clarifications que je vais faire à la suite de cette entrevue-là avec Monsieur Lévesque. Qui va payer pour ces frais musicaux? C'est nous. Non, c'est pas eux, c'est nous. Donc, les gens dans le regroupement familial, c'est souvent le tabou que les gens ne comprennent pas. On n'est pas dans la même catégorie que les réfugiés, que les travailleurs temporaires et tous ces gens-là. Quand ils arrivent ici, c'est nous qui en prenons entièrement la responsabilité. Donc, je suis responsable de mon mari pour 10 ans là en ce moment. Donc, il peut même pas demander bien-être social s'il voulait. Donc, je voulais clarifier. Ici, je parlais de délais pour lesquels, du nombre d'années pendant lesquelles on est responsable des gens qu'on parraine. Donc, Monsieur Lévesque, on parlait du cas de ma belle-mère. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, qui est paru dans le Journal de Montréal, qui a fait un portrait là avec mon mari. Et donc, nos tentatives de faire venir vivre ma belle-mère avec nous suite à l'arrêt du parrainage. Pour l'instant, là, au Québec, on ne peut plus demander de certificat de sélection du Québec pour le parrainage des parents. Donc, et je parlais de la responsabilité financière là, dans ce processus-là de parrainage pour les parents et etc. au Canada. Et donc, j'ai parlé que c'est 10 ans là, dont on est responsable. Mais c'était dans le contexte où on parlait à ce moment-là de mon époux. Donc, ça peut avoir créé de la confusion là, dans l'entrevue avec Monsieur Lévesque. Donc, je voulais clarifier là, la responsabilité financière d'un répondant, donc qu'on parraine, comme par exemple si je parrainais ma belle-mère, c'est normalement au Canada de 10 ans pour parents et grands-parents. Donc, même s'ils en viennent à obtenir la citoyenneté, on demeure responsable d'eux. Là. Donc, ils ne sont pas supposés demander de bien-être social, des choses comme ça. On reste quand même responsable d'eux pendant tout ce temps-là, là, financièrement, après un parrainage. Au niveau des époux, par contre, je voulais clarifier que c'est 3 ans. Donc, cette période commence à partir de la date où la personne parrainée devient résident permanent. Donc, par exemple, mon mari est devenu résident permanent en mai dernier. On va obtenir sa carte de résident permanent bientôt. Donc, pendant les 3 prochaines années, là, je suis responsable de lui. Si, par exemple, on se séparait puis demandait du bien-être social, je devrais le rembourser. Donc, ça, c'est une réponse à plusieurs idées préconçues, mais je voulais clarifier là, le 10 ans versus le 3 ans. Rien ne les empêche d'aller habiter à Cuba. Avez-vous envisagé ça? Quelqu'un qui dit ça n'est jamais allé vivre à Cuba. Ouais, c'est pas la même Cuba, qualité de vie. Non, c'est un pays socialiste. La fameuse question, pourquoi tu ne vas pas vivre avec lui à Cuba? Pourquoi tu vas pas dans son pays? Donc, ça revient souvent, c'est revenu souvent dans l'entrevue avec M. Lévesque aussi. Donc, j'y ai répondu, mais regardez, il y a 2 jours, il y a un article qui est paru. Les salaires à Cuba, travailler pour presque rien. Donc, avant de dire à quelqu'un d'aller vivre dans un autre pays, informez-vous sur le pays en question. Dans le cas de Cuba, c'est très complexe, mais on n'est pas dans un système capitaliste.
L'économie est en déclin total. Ça ne va vraiment pas bien. Ils ont des pannes d'électricité de plus de 12 heures par jour, des fois toute la nuit. Donc, c'est des conditions vraiment, vraiment, vraiment très difficiles. Vous pensez aux resorts et aux hôtels, ce n'est pas ça, la vie à Cuba. Donc, informez-vous, lisez sur le pays dont vous parlez. Puis si vous me dites, ah, ben c'est un Français, c'est un Anglais, c'est quelqu'un qui vient d'Europe, pays civilisé, il n'y a pas de problème là-bas, pourquoi tu vas pas vivre là-bas? Ben, je vous reposerai la même question. Est-ce que si je vous disais, demain matin, vous arrêtez tout, vous laissez votre travail, votre famille au complet, vos enfants, ou c'est-à-dire de prendre vos enfants de l'école, de la garderie, de quitter votre emploi, de prendre toutes vos choses, de vendre votre maison, de quitter votre logement, de prendre tout ce que vous avez et de quitter tout, puis de vous en aller dans un autre pays que vous ne connaissez pas, donc potentiellement vous n'avez pas, vous ne parlez pas la langue là-bas nécessairement, et il n'y a pas nécessairement un emploi pour vous. Donc, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous seriez en position de le faire? Donc, voilà. Notre choix de vivre au Québec, ça reste notre choix en tant que Québécois. C'est qu'il y a présentement des quotas pour le regroupement familial. Donc ça regroupe les époux, mais dans une autre catégorie aussi les parents et les grands-parents. Et ils ont mis un quota sur combien ils en laissent passer pour les prochaines 2 années jusqu'en juin 2026. Et c'est ça qui est nouveau, là. C'est ça, c'est nouveau depuis l'an dernier. Et là, ils ont déjà atteint le quota pour jusqu'en juin 2026. Alors, il dit, je suis en désaccord avec la venue de personnes âgées. Le Québec en a déjà beaucoup et on est saturé de logements pour personnes âgées. Donc, de un, elle va vivre chez nous. Donc, ces gens-là, on les prend sous notre aile. C'est nous qui les assurons, c'est nous qui les logeons, les nourrissons et tout. Pour faire un retour aussi sur toute la discussion des quotas, vous pourriez aller voir mon autre vidéo de cette semaine, de mercredi, où on parle des quotas de la CAQ plus précisément et comment ça fonctionne, les paliers, les 2 paliers de quotas. Mais il faut comprendre dans un premier temps que les quotas sont une décision politique électoraliste. Et ça vise encore une fois à stigmatiser les immigrants. Donc, ils mettent pas ces quotas-là pour contrôler quoi que ce soit à part leur propre agenda politique. Dans un deuxième temps, l'état de nos services publics. Quand tout le monde me dit « mais là, on peut pas en prendre plus, notre système de santé déborde, les écoles, les garderies, blablabla, saturation ». L'état de nos services publics est dû à des années de négligence et on parle des décennies. Et tout ça est documenté historiquement au Québec, au Canada. Donc, l'immigration n'y est pas pour grand-chose. C'est clair qu'elle fait partie de la situation, du moins partiellement, parce que ce sont aussi des immigrants qui font rouler nos services en grande partie. Donc, il faut cesser ce préjugé-là. Donc, l'acharnement là, sur le regroupement familial, sur nos 40 000 familles, incluant les parents-grands-parents, mais plus spécifiquement les 25 000 époux et conjoints qui attendent de venir vivre et commencer leur vie avec leur conjoint ici au Québec. C'est tellement infime, là, la proportion du regroupement familial. On est une goutte dans un verre d'eau. Cet acharnement-là est complètement injustifié. Et donc, si on ne fait rien, les délais vont monter. On pourrait même voir des délais aller jusqu'à 10 ans d'attente avant d'être réuni avec son conjoint. Et donc, c'est scandaleux et il faut continuer d'agir. Il ne faut pas penser qu'il n'y a rien à faire et que c'est le statu quo. Donc, voilà. Nos familles sont importantes et pas juste celles de la personne qui parle. Toutes nos familles sont importantes au Québec. Alors, merci pour votre écoute et je vous invite à aller écouter l'entrevue au complet sur le 98.5 FM sur l'émission de M. Denis Lévesque. Bonne fin de semaine!